Bonjour et bienvenue sur ce live qui va parler de maraîchage. Donc je suis Laurie et voici mon collègue Félix. Nous sommes tous les deux étudiants à Supagro dans le parcours agroécologie. Et donc aujourd'hui nous sommes en présence de Stéphane de Tourdonnet qui est professeur à Montpellier Supagro et que vous avez déjà rencontré lors de la première session le premier live de la session. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à vos questions concernant le maraîchage, donc vos questions sur les forums ou sur les réseaux sociaux, sur les groupes de discussion. Donc je te laisse, Félix, poser les premières questions de nos Moukassiens et Moukassiennes. Donc bonjour à tous tout d'abord. Alors on va commencer par ce message qui nous vient de Lardonfri. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Phil, maraîcher bio dans le sud-ouest. Depuis plusieurs années déjà, je suis conscient que bien qu'étant certifié en agriculture biologique et biocohérence, que beaucoup de mes pratiques vont à l'encontre de l'agroécologie et de mes convictions. Depuis les premiers cours de ce MOOC, c'est pire encore. Y en a-t-il parmi vous qui sont dans le même état d'esprit? Donc voilà, n'hésitez pas aussi à partager sur les forums et sur les réseaux sociaux vos impressions, vous qui êtes dans le même cas que l'Ardon Fruit ou au contraire qui n'avez pas ces problèmes-là. Je laisse la parole à Stéphane de Tourdonnet. Oui, donc c'est vrai que c'est important, comme le disait Félix, de pouvoir partager ses interrogations, ses difficultés, parce que c'est clair qu'un MOOC et l'expérience que vous vivez peut aussi changer, vous déstabiliser par rapport à ce que vous, voilà, ce que vous vivez, ce que vous pensez, etc. Donc je suis désolé auprès de Phil de l'avoir perturbé comme ça dans les premiers instants du MOOC. En même temps, on comprend bien à travers son témoignage que c'est quelque chose qui est intéressant et qui peut l'amener effectivement à s'interroger, à évoluer. Chose qui est intéressante. Alors, il ne détaille pas en quoi, finalement, qu'est-ce qui est difficile pour lui, qu'est-ce qui n'est pas en accord avec les principes de l'agroécologie tel qu'il le dit à travers sa pratique bio. Mais c'est vrai qu'il y a 1000 manières de faire du bio. Et j'allais dire, il y a aussi 1000 manières de faire de l'agroécologie, ça vous l'avez compris. Et je crois que ce qui compte finalement dans cette approche-là, c'est effectivement la question de la cohérence par rapport à ses valeurs et par rapport à ses pratiques. C'est pour ça que au début du MOOC, on a beaucoup centré sur finalement les valeurs de l'agroécologie, comment elle a émergé, sur le rapport à la nature, sur la place de l'homme dans la nature, sur le rapport à la technique. Là, à travers cette semaine, à travers les mises en œuvre concrètes, et là on va surtout parler bien sûr des mises en œuvre sur le maraîchage, on voit voilà, que parfois, effectivement, ça peut remettre en cause ce que l'on croyait, mais ce sur quoi je voudrais insister surtout, c'est dire il est normal et c'est évident qu'on fait tous des compromis dans la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on ne va pas vendre non plus en disant voilà ce qui est agroécologique, voilà ce qu'il faudrait faire, et non, là, vous ne le faites pas comme il faut, etc. Ce n'est pas tellement là la question, c'est plutôt de rentrer dans ce cheminement finalement qu'indique Phil en disant comment j'analyse mes pratiques. Il y en a certaines, et si certaines ne sont pas en accord avec mes valeurs, comment j'analyse ça sans me culpabiliser, etc. Mais en disant comment on pourrait faire évoluer le système pour que finalement ce que recherche chacun de nous, c'est-à-dire une certaine unité de la personne entre ce qu'il fait, ce qu'il pense, ses croyances, ses valeurs, voilà, qu'elle puisse avancer vers ça. Et si l'agroécologie est une voie pour avancer vers plus d'unité de la personne, eh bien tant mieux, voilà. Donc j'encourage Phil à continuer ce chemin et je me réjouis que le MOOC puisse aider lui et puis plusieurs d'entre vous à faire cette même expérience finalement de réfléchir sur ces pratiques et de les mettre en cohérence par rapport à ce que l'on croit à chacun. Mais surtout ne pas culpabiliser. Non, ça on va éviter, ouais. Ni non plus dire ça c'est agroécologique, ça l'est pas. Enfin, il faut aussi être indulgent avec soi-même et avec les autres. Et on le verra dans une autre question, je crois qu'on va voir après, mais la question c'est plus comment on accompagne vers quelque chose qui soit, j'allais dire presque un idéal agroécologique, plutôt que de sanctionner ou de classifier en disant, en excluant finalement ce qui ne serait pas agroécologique ou en ayant, comme tu dis, de la culpabilité par rapport à ces pratiques. Merci beaucoup pour ces réponses. J'espère que ça aidera notre Moukassien
à mieux avoir un autre regard sur ces pratiques. Maintenant, on a une question toute fraîche de Jeanne Bouffe qui est un peu plus sur les pratiques. Donc, elle demande, après chaque récolte, biomasse et nutriments sont enlevés du système. De quelle manière est-ce que c'est possible de retourner biomasse et nutriments de la terre sans inclure les animaux et pour que le système puisse être considéré comme fermé? Voilà. Alors effectivement, enfin, vous l'avez appris, une des bases de l'agroécologie, c'est qu'effectivement, c'est la fermeture des cycles, faire en sorte que l'on n'exporte pas sans alimenter finalement la fertilité du système. Et évidemment, une des manières de fermer le cycle, et ça vous le voyez notamment cette semaine dans la séquence autour de l'élevage, c'est l'association entre élevage et agriculture à travers l'usage des pâturages ou des aliments du bétail par l'élevage et la restitution du fumier, des déjections animales aux cultures. Alors, par rapport à la question que pose Jeanne Bouffe, c'est ça? J'ai pas mes lunettes. Si, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je pense que ce qui est intéressant, effectivement, c'est cette question sur comment on peut imaginer que le système soit considéré le système comme fermé. Ce qui compte, c'est aussi de se poser la question quelles sont les limites du système. D'accord ? C'est-à-dire que souvent, considérer que le système est fermé à l'échelle d'une parcelle, ça peut être, par exemple, faire en sorte que les apports d'azote compensent les exportations d'azote. Et qu'un apport d'azote, ça peut être des légumineuses qui sont soit dans cette parcelle, soit aux alentours de cette parcelle. Par exemple, il y a certaines zones en Afrique où on plante des arbres légumineuses et on coupe les feuilles pour pouvoir les mettre dans la culture et servir de fertilisant naturel à ces cultures. Donc là, dans ce cas-là, le système, c'est le champ plus les arbres qui sont autour. D'accord ? Mais à l'échelle du champ, ce n'est pas fermé. Il y a des apports. Mais si on élargit le système au champ plus aux arbres qui sont autour, à ce moment-là, on ferme le cycle par rapport à l'azote. Si on veut utiliser les animaux, à ce moment-là, on élargit encore le système. C'est le champ, les animaux et parfois les pâturages dans lesquels vont ces animaux. Et c'est à l'échelle de tout ce système-là que l'on gère la fertilité. En étant bien conscient que des animaux, par exemple, qui vont pâturer à l'extérieur et dont on récupère les déjections, on a d'une certaine manière un transfert de fertilité de ce qui est vers l'extérieur, vers notre système, vers l'exploitation. D'accord ? Ça, je vous renvoie aussi à la séquence élevage pour cela. Donc finalement, vous voyez qu'à chaque niveau, on peut aussi imaginer par exemple que certaines zones délaissées soient faites pour mettre en place des cultures qui servent d'engrais naturel par rapport et que l'on va exporter, ou de biomasse, d'utiliser de la biomasse qui est autour pour pouvoir fertiliser notre culture. Typiquement, par exemple, le BRF, vous savez, le bois raméal fragmenté, on en a parlé à la séquence 2, ce bois, il vient de quelque part, d'accord ? Donc, il peut venir des haies alentours, et à ce moment-là, il faut intégrer ces haies dans le système pour dire qu'on a fermé le système. Donc, cette question, finalement, de fermeture des cycles, elle renvoie inévitablement à la question de quelles sont les limites du système que l'on considère, et aussi au fait de dire, en général, on n'arrive pas à fermer à 100% les cycles. Ce qui compte, c'est être de plus en plus autonome par rapport à ça. Mais il y aura, dans beaucoup de systèmes, il y en a besoin quand même d'apporter encore quelques éléments qui n'existent pas au sein même du système. Mais aussi comment élargir les frontières du système pour intégrer pas simplement le champ, mais ce qu'il y a autour du champ, pas simplement l'exploitation, mais l'ensemble du territoire, pour pouvoir bénéficier finalement de ces flux au sein du territoire. Pour résumer, il y a plusieurs systèmes avec des échelles différentes. Donc cette réflexion de la fermeture du cycle dépend complètement de l'échelle à laquelle on fait référence. Tout à fait. Je vais tout à fait dans ton sens. Alors, on continue avec ce message d'Al-Khalil. J'ai l'impression qu'en maraîchage, moins votre parcelle reçoit d'eau, plus il y a d'insectes nuisibles. Certains climats chauds comme en Afrique facilitent la pullulation des insectes nuisibles. En plus, si on veut introduire des auxiliaires des cultures comme le cas de coccinelle, cela nécessite une certaine technicité et moyens. Par contre, des techniques de plantes pièges comme le pois d'Angole et le maïs sont plus faciles à réaliser dans la limite de l'accès à l'eau. Je pense que pour les pays où les agriculteurs sont pauvres et ne reçoivent pas beaucoup de subventions extérieures, l'agroécologie permet de faciliter l'inclusion des couches vulnérables.
Oui, alors plusieurs questions dans cette remarque et dans ce message. Euh, je vais le faire dans l'ordre. La première sur l'histoire des... Il y a plus d'insectes nuisibles quand il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est pas tout à fait vrai, c'est plus le froid, parce qu'après il dit effectivement c'est dans les climats chauds qu'on a plus d'insectes nuisibles. C'est sûr que dans des climats tempérés, l'effet du froid, de l'hiver, et c'est vrai qu'en ce moment en France on le subit. On imagine effectivement que derrière les animaux, les insectes, etc., les populations sont réduites par l'effet de ce froid. Et donc le froid agit effectivement pour limiter les populations, ce qui n'est pas vrai dans les milieux intertropicaux ou tropicaux où on n'a pas cette saison froide qui limite. Et de ce fait, effectivement, les insectes, mais également les pathogènes, les champignons, etc., vont être beaucoup plus prégnants et importants dans certains climats, et notamment les climats chauds et humides, que dans les climats tempérés. Ce qui veut dire que par rapport aussi à la question de l'agroécologie, elle va se poser, et on l'a vu de manière très différente, dans des climats secs. Une des questions essentielles, et pour faire le lien avec la question précédente, c'est comment on va produire suffisamment de biomasse pour activer le système, pour faire en sorte qu'il y ait des régulations biologiques qui se mettent en œuvre. Dans des climats plutôt chauds et humides, la question de la biomasse, souvent il y a beaucoup de production de biomasse, mais il y a également beaucoup de pression de ravageurs et de pathogènes. Et là, l'agroécologie va souvent beaucoup se centrer sur cette question, comment lutter contre les ennemis des cultures de manière la plus appropriée, en s'inspirant des méthodes de protection intégrée. Donc ça, voilà, pour la première partie de la question. La deuxième partie, du coup, sur l'introduction de coccinelles comme étant quelque chose de plus technique par rapport à la culture de pois d'Angole ou d'autres cultures pièges. Alors, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser des auxiliaires des cultures, comme les coccinelles ou d'autres. Alors, c'est sûr que d'apporter des larves de coccinelles ou des œufs, etc., ça nécessite tout le dispositif en amont d'élevage de ces coccinelles ou de ces larves et d'apport dans des conditions permettant qu'elles restent vivantes jusqu'à la parcelle, plus la question du lâcher, etc. Mais finalement, la lutte biologique par lâcher comme ça d'auxiliaires, c'est qu'une partie de la lutte biologique. Il y a aussi tout un secteur qui est ce qu'on appelle la lutte biologique par gestion des habitats, où l'enjeu est de mettre en œuvre sur la parcelle des habitats qui vont être favorables aux ennemis des cultures. D'accord ? Ça peut être de la litière à la surface la surface du sol, ça peut être des abris pour l'hivernage, pour certains auxiliaires, etc. Ça peut être des haies qui vont être des refuges, par exemple, pour les carabes, qui vont lutter contre les limaces ou d'autres ennemis des cultures. Et donc, dans cette catégorie de lutte là, par gestion des habitats, ce n'est pas forcément très technique, très technophile, au sens où on a besoin d'une filière de production d'œufs et de coccinelles pour pouvoir le faire. Donc là, ça ouvre le champ à plein de choses possibles. Et puis à l'inverse, par rapport aussi à la question, c'est vrai que les cultures pièges peuvent être quelque chose d'intéressant, mais aussi parfois, finalement, d'avoir les semences de pois d'Angole, il y a certains endroits où c'est plus compliqué à avoir que d'autres, où certaines finalement cultures, ça pose la question effectivement de l'accès aux semences qui n'est pas toujours valable partout. Et du coup, sur la dernière partie de la question, c'est cet aspect inclusif de l'agroécologie, on doit toujours effectivement y faire attention. Dans quelle mesure les techniques et les technologies que l'on propose par rapport à l'agroécologie vont permettre à tous, et notamment aux plus démunis, de pouvoir en bénéficier. D'accord ? Et ça, c'est vraiment un des enjeux clés. Et bien sûr, l'agroécologie n'est pas du tout ennemie de la technologie ou de l'innovation. Il faut pouvoir en bénéficier, notamment pour ceux qui ont accès à ces technologies ou à cette innovation, mais aussi imaginer des approches et des systèmes pour ceux qui n'y ont pas accès et faire en sorte qu'on puisse être inclusif dans le développement. Merci pour cette réponse vraiment complète. Maintenant, on a un témoignage de Pierre qui est un peu long, mais vraiment intéressant. Donc, Pierre dit « Je suis membre d'une association qui, pour une partie de ses activités, gère des jardins familiaux. Nous n'avons pas choisi de jardin partagé et nous avons opté pour un public large, c'est-à-dire dans les faits pour une grande partie non intéressée a priori par l'agroécologie, bien que le règlement intérieur précise quelques obligations. Dans la pratique, nous disposons de 20 parcelles de 120 m² environ qui sont allouées à des jardiniers individuels
et de 2 parcelles dites collectives où on doit travailler ensemble, les 20 jardiniers plus les autres membres de l'association qui ne disposent pas de jardin familial. Sur la parcelle collective, l'objectif est de faire des essais, des démonstrations pour donner envie aux jardiniers et adhérents d'aller vers des pratiques plus agroécologiques. On a fait de la culture en lasagne, en but, on emploie le paillage, le sol toujours couvert, engrais verts, débris végétaux, on composte. Le résultat est mitigé jusqu'à maintenant, mais on constate tout de même que certains ont compris et s'en inspirent sur leur jardin. Ce qui semble marcher le mieux est la substitution des phytosanitaires par des techniques néfastes, ramassage de doryphores à la main, emploi du savon noir, des purins, sans doute parce que les jardiniers mangent leurs légumes et n'ont pas envie d'y voir des traces de phyto. L'absence de travail du sol, en revanche, semble difficile à faire entrer dans les pratiques. C'est intéressant de voir ces... Oui, de ce témoignage. Et c'est vrai que les forums sont aussi des lieux comme ça de témoignage et de partage d'expériences. Et ça, n'hésitez pas à le faire parce que je pense que c'est vraiment riche. Je voudrais revenir sur peut-être 3 choses par rapport à ce témoignage de Pierre. La première chose, c'est, qui est en lien finalement avec ce qu'on disait juste avant sur la question d'être inclusif, de dire, d'accueillir un public large dans ces jardins familiaux, jardins partagés. C'est clair, et ça on l'observe, que ces lieux, ces jardins partagés autour des villes, ou dans les milieux ruraux, sont des lieux de transition agroécologique extrêmement intéressants. Et en même temps, il dit, finalement on accueille tout le monde, les jardiniers traditionnels qui font selon leur méthode, et puis d'autres qui veulent au contraire évoluer dans leur pratique, dans leur façon de faire. Et ce qui est intéressant, c'est aussi cette mixité-là. D'accord ? C'est-à-dire pouvoir aussi tirer bénéfice de savoir-faire de ces jardiniers qui travaillent le sol depuis toujours, qui adorent les parcelles très propres, etc. C'est vrai que quand ils sont confrontés à des pratiques agroécologiques qui laissent beaucoup plus de débris, qui vont être moins clean, etc., ils peuvent avoir une vision assez négative, mais aussi apporter plein de choses positives sur la manière de faire et jusqu'où et comment faire des compromis, comment faire les choses et valoriser finalement leur connaissance. Et à l'inverse, beaucoup de ces jardiniers peuvent, comme il était dit dans ce témoignage, changer dans leur pratique et expérimenter le fait que la réduction des phytos, c'est quelque chose de possible et c'est quelque chose de bon pour la santé. Et comment le faire avec d'autres dans ce type de dispositif. Donc cette question de pouvoir avoir des lieux où se rencontre une diversité de publics, je trouve que c'est un élément clé de la transition agroécologique, quelque chose que l'on verra plus dans la dernière séance. Et puis aussi des personnes qui n'ont pas de jardin chez eux, qui découvrent donc un petit peu le jardinage et qui peuvent être sensibilisés à l'agroécologie. Tout à fait, voilà. C'est-à-dire que, par rapport à ce qu'on disait au début, c'est qu'à partir du moment où l'agroécologie, c'est intéressant de la faire sur le terrain, les Anglais disent learning by doing, apprendre en faisant finalement. Et c'est vrai que pour un urbain notamment qui n'a pas de lieu pour pouvoir faire ça, ces jardins familiaux, ces jardins partagés sont des lieux qui permettent d'expérimenter ça. Et justement, ce que je trouve intéressant aussi dans le témoignage, c'est la manière dont ils expérimentent. C'est-à-dire d'avoir à la fois des parcelles individuelles où chacun fait ce qu'il veut et des parcelles collectives où on expérimente ensemble. Du coup, c'est des lieux qui vont être très intéressants pour les apprentissages. Et même s'il le dit, les résultats sont mitigés, mais bien sûr, ça ne marche pas du premier coup souvent. D'autant plus qu'il faut du temps pour observer les résultats sur ces jardins collectifs. Oui, voilà, il faut du temps, il faut le temps de l'apprentissage, il faut le temps d'expérimenter, de voir comment chacun on peut faire en fonction de ce que l'on est. Et d'une certaine manière, on apprend peut-être plus aussi avec des résultats mitigés que si tout marchait clé en main. C'est-à-dire que c'est aussi apprendre à observer, à évoluer, à se remettre en cause, à trouver les bonnes solutions. Mieux connaître la parcelle aussi. Voilà, mieux connaître la parcelle. Et tout ça, ça fait partie du challenge. Et du coup, de pouvoir imaginer des dispositifs qui permettent ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On le voit dans les jardins familiaux, on le voit aussi en milieu rural, chez les agriculteurs, sur des dispositifs qui permettent, par exemple, aux agriculteurs d'aller voir ce qui se fait chez les autres, d'expérimenter chez eux, d'avoir avec des conseillers, par exemple, des lieux de réunion où ils vont pouvoir, sur le terrain, aller expérimenter, voir ce qui marche pas, et évoluer comme ça dans leur pratique. D'accord.
Alors, on a une remarque qui nous est faite par Mohamed Monsef. On constate que la culture de la menthe douce aide beaucoup à étouffer les adventices. Parfait, merci Mohamed pour cette, pour cette remarque. Effectivement, après, je pense que typiquement, c'est des choses, voilà, dans les jardins partagés, ben, il y en a un qui va apporter ça, qui va dire, tiens, expérimentons-le dans un coin, on met de la menthe, on voit effectivement si ça aide à étouffer. Après, effectivement, cette remarque de Mohamed, elle est très liée bien sûr au contexte dans lequel il cultive la menthe, et c'est vrai que s'il n'y a pas beaucoup d'eau, elle ne va pas beaucoup pousser, etc. Mais n'empêche que c'est ce genre finalement d'échange de savoir des uns et des autres qui permet d'imaginer d'autres pratiques. Bon, en tout cas, très intéressant témoignage. Merci beaucoup de le faire partager. Et on vous encourage à continuer à décrire vos expériences sur le forum du MOOC. Alors, un autre témoignage qui nous vient de la République démocratique du Congo. Donc, c'est Christian Moukanou, 1234, qui nous dit que la ville de Kinshasa est confrontée à une pression démographique galopante. La population de la ville de Kinshasa est évaluée à 12 millions. Cette situation n'est pas sans conséquences. Nous assistons à des nouveaux modes de vie et la qualité de vie de plus en plus dégradée. Pollution, gestion des déchets, chômage, détérioration de la qualité, etc. Alors que nous savons que le maraîchage a un rôle de régulateur dans la gestion des déchets, amélioration de la qualité de l'air dans le milieu urbain et comme source de revenus pour les agriculteurs urbains. Cependant, les maraîchers sont confrontés à plusieurs problèmes. Insécurité foncière, infertilité du sol, usage des eaux usées, pathogènes et insectes ravageurs. Pour redonner vie à nos villes, l'agroécologie s'impose comme solution pour restaurer l'écosystème dans nos villes africaines. Voilà donc ce message de Christian Moukanou. Tu veux peut-être réagir Oui, peut-être. Enfin, effectivement, c'est un témoignage là aussi qui est intéressant, notamment parce qu'il insiste sur un phénomène qui est très prégnant aujourd'hui, qui est effectivement l'urbanisation, et qui ne va pas finir. C'est-à-dire on sait que l'urbanisation va continuer, que je n'ai plus les chiffres en tête, mais voilà, on va avoir une majorité de la population qui va être urbaine à l'échelle mondiale dans un avenir proche, et de plus en plus urbaine. Et que dans ce contexte-là, effectivement, la question du maraîchage périurbain, mais également intra-urbain, est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. Alors à la fois maraîchage, mais également petit élevage. D'accord, on voit, et notamment dans les villes africaines, mais également dans d'autres villes à travers le monde, la place et l'importance qu'ont ce maraîchage et ce petit élevage, avec toute la difficulté sur laquelle Christian revient, sur l'insécurité du foncier, sur le fait que ça bouge tout le temps, mais en même temps, finalement, ces franges urbaines, ces lieux un petit peu de friche ou qui ne sont pas complètement exploités, sont des lieux de création et d'imagination de systèmes agricoles. Et par rapport à ça, effectivement, les approches agroécologiques peuvent être très utiles à ça, et on le voit dans plein d'exemples dans le monde. J'ai personnellement travaillé pas mal sur Madagascar et vu, voilà, à Antananarive, par exemple, la capitale, à quel point ce maraîchage urbain était important par rapport aux impacts environnementaux qui est dit, par rapport à un complément de revenus, effectivement, notamment pour les populations pauvres, mais également par rapport à l'alimentation. C'est-à-dire que cette population pauvre, elle n'a souvent pas possibilité d'avoir accès à des légumes ou des fruits frais, ou alors certains légumes ou fruits frais qui sont produits dans des conditions phytosanitaires déplorables, et de pouvoir valoriser des cours. Alors, à Madagascar, par exemple, ça peut être des sacs de riz, des énormes sacs de riz dans lesquels on met du compost issu de compost urbain, issu des déchets de la ville. Alors, bien sûr, avec toutes les précautions phytosanitaires qui s'imposent, et de résidus, etc., pour qu'on ne mette pas des toxines finalement dans ces fertilisants. Mais par rapport à ça, il y a une association avec laquelle nos étudiants ont travaillé, qui mettait en place toute une filière d'approvisionnement en compost pour permettre à ces populations finalement
de faire pousser leurs propres légumes et également l'assistance technique. Et c'est finalement ces gros sacs de riz avec des trous sur les côtés sur lesquels poussent des fraises, des breads, des salades et d'autres légumes qui finalement, même s'ils ne constituent que 5, 10 ou 20% de l'alimentation du ménage, apportent des vitamines, des nutriments, des choses essentielles par rapport à l'équilibre alimentaire de ces populations pour lesquelles l'alimentation est très basée sur le riz, sur l'exemple de Madagascar, mais sur le Congo, c'est la même chose, et dans d'autres villes africaines, on voit effectivement l'importance de ce maraîchage, et du coup, de toutes les réflexions que l'on a autour de l'agroécologie, sur le bouclage des cycles, sur la place de la matière organique, sur comment cultiver en but, etc., tout ça peut se faire dans un contexte urbain très contraint, dans le cadre de jardins partagés, ou jardins ouvriers, ou jardins familiaux, on en a parlé avant, mais également au sein même des villes, dans les zones délaissées. Et je suis tout à fait d'accord avec Christian que c'est sans doute un des enjeux clés pour le développement des villes du futur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement le maraîchage a une fonction de production, mais aussi de gestion des déchets et d'amélioration de la qualité de l'air. Ouais. Donc, ne remplit pas seulement des fonctions de production, mais aussi rend service à d'autres populations urbaines. Et puis aussi, ce que montre l'analyse des expériences, c'est qu'il y a un rôle également de lien social. C'est-à-dire que le fait, souvent c'est de l'autoconsommation, mais également parfois on vend à des voisins, ou on produit pour des voisins, ou on échange entre producteurs, etc. Plus le lien, comment trouver du compost, etc. Donc c'est une activité qui peut permettre de resocialiser parfois des populations en fragilité, notamment vis-à-vis du lien social. Merci pour cette réponse. Je ne sais pas si on a le temps de faire une dernière petite Peut-être, question. oui, voilà, dernière, et je vais répondre. Du coup, on a un message de Lardon Free, de nouveau, donc je vous le lis. Bonjour, existe-t-il un outil valable, sérieux, pour aider à la mise en place des différentes cultures maraîchères que l'on souhaite associer? Le problème principal étant non pas qui avec quoi, la littérature est abondante sur le sujet, mais quand semer ou quand planter en tenant compte des différentes rapidités de germination, des différentes vitesses de croissance, de la saisonnalité des variétés pour une efficacité optimum de l'association. Donc elle donne un exemple. Par exemple, pour faire du haricot-maïs ou carotte-poireau. Voilà. Donc effectivement, ce que relève cette question, c'est la complexité aussi de la gestion. Déjà en maraîchage, il y a beaucoup d'espèces, mais en plus quand on va gérer les associations, si les cycles ne sont pas bien calés, etc., on va avoir des problèmes. Finalement, soit elles poussent trop vite, soit elles ne poussent pas assez vite, etc. Et donc la connaissance sur l'ajustement et la gestion des cycles va être quelque chose de très important. Alors, la difficulté par rapport à cet outil sérieux, ce logiciel, etc., c'est que cette connaissance va être très dépendante, bien sûr, du climat dans lequel on fait, et la longueur des cycles, les variétés disponibles, etc., ne vont pas se comporter de la même manière, selon qu'il fait plus ou moins chaud, plus ou moins humide, etc. Donc, on pourra mettre sur le forum un exemple. Je sais que le CIVAM Bio des Pyrénées-Orientales avait mis en ligne un petit logiciel comme ça qui était vraiment sur date de semis, date de récolte, et de pouvoir caler les cycles, et en fonction de la date de semis, prévoyait ça et permettait de faire un plan de production, mais également sur des cultures, sur des cultures associées, etc. Et donc voilà, c'est un exemple, mais qui va être valable essentiellement par rapport au sud-est de la France et par rapport au climat des Pyrénées-Orientales tel qu'il avait servi finalement pour paramétrer ce petit outil-là. Après, je pense qu'une des façons de faire aussi, c'est avec l'expérience et en discutant aussi avec les jardiniers, même conventionnels, dont on parlait tout à l'heure, qui souvent connaissent bien ont bien ce savoir-faire de longueur des cycles, etc. En culture associée, il peut y avoir des petites variations, mais souvent, ça reste quand même assez standard comme longueur de cycle. Et donc, effectivement, à travers ces échanges avec des gens qui connaissent bien le métier de maraîcher, qui depuis l'origine a été confronté à ce problème-là, plus des outils effectivement qui peuvent être disponibles sur la toile, on peut arriver à se sortir de cette épineuse question. Merci beaucoup. Du coup, comme on est arrivé à notre demi-heure de live,
On va s'arrêter là. Mais n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Toute l'équipe pédagogique du MOOC est à votre disposition pour, si vous avez d'autres questions, des questions plus précises ou des témoignages à faire partager, n'hésitez pas à continuer à publier sur les réseaux sociaux ou sur les groupes de discussion. Voilà, vos témoignages sont vraiment les bienvenus et ça fait toujours plaisir de les lire et de s'enrichir de toutes ces expériences. On vous retrouvera la semaine prochaine pour les 2 prochains lives sur l'agroforesterie et l'élevage. Donc on vous souhaite une bonne journée. On vous remercie de nous avoir suivis ou de nous revoir en replay. Merci. Merci. Merci.